Clip numéro 5. Tout au long de son existence, le sionisme a été mené par des tendances indifférentes ou cyniques vis-à-vis des juifs de la diaspora. En prétendant l'antisémitisme inévitable, le sionisme l'a toujours instrumentalisé. Ainsi, Chaim Weizmann, futur président du Congrès sioniste mondial, puis premier président de l'État d'Israël, déclare: nous avons dit à un public berlinois en mars 1912 que chaque pays ne peut absorber qu'un nombre limité de juifs s'il ne veut pas avoir des maux d'estomac. L'Allemagne a déjà trop de juifs. Ça se passe de commentaires, je crois. Bien. L'écrivain et philosophe juif russe A. Ham déclare dans une lettre écrite en 1913: en dehors du danger, je ne peux supporter l'idée que nos camarades soient moralement capables de se comporter d'une telle manière envers des humains d'un autre peuple. Et involontairement, cette pensée me vient à l'esprit. S'il est ainsi maintenant, quelle sera notre relation avec les autres si en vérité nous remportons à la fin des temps le pouvoir en Eretz Israël? Et si c'est cela le Messie, je ne veux pas voir son avènement. Eretz Israël, qu'on peut traduire aussi par Grand Israël. Grand Israël, mais quelles sont ses frontières? Aujourd'hui, nous le voyons bien, celles d'Israël sont à géométrie variable. C'est pas innocent, c'est pas anodin. Si Israël a toujours refusé de fixer ses frontières, le contraire signifierait de s'y conformer. Pourtant, le droit international accorde à Israël des frontières très précises, celles de 1967. Pourquoi, dans ces conditions, Israël dispose de la bande de Gaza, de la Cisjordanie, de Jérusalem-Est, comme bon lui semble? Le droit international protège ces deux peuples, à condition expresse de le respecter, naturellement. Et la question qui se poserait, si Israël respectait ce droit, sous quel prétexte coloniser, démolir des maisons palestiniennes, dévaster des terres arables par des engins militaires qui n'ont pas d'autre but que celui de dévaster les cultures, ou encore l'arrachage d'oliviers, aussi bien par l'armée d'occupation que par les colons protégés par elle. Sous quel prétexte emprisonner des civils qui n'ont rien fait? Ce qu'Israël appelle l'arrestation administrative, concept qui n'existe pas en droit français. C'est un emprisonnement abusif. Ces arrestations le sont pour 6 mois, mais le gouvernement israélien précise aussi qu'elles peuvent être renouvelées indéfiniment. C'est ainsi qu'en Israël, il y a des prisonniers sous ce régime depuis 20 ans, sans chef d'accusation, sans procès, sans jugement. Et je ne parle pas de ceux qui, par un acte de résistance, commettent un attentat ou un acte justiciable. Non, non, je parle des citoyens qui n'ont rien fait. Que dans n'importe quel État tant peu démocratique ne pourrait rien leur reprocher. Comme par exemple le cas du jeune franco-palestinien Salah Hamouri, dont je vous en parlerai ultérieurement. Dans ces conditions, comment comprendre ce conflit sans admettre que si Israël se veut aujourd'hui le fer de lance de l'Occident de la lutte contre le terrorisme, cela n'explique pas tout.
Comment un État qui ne respecte pas le droit international, les résolutions de l'ONU, y compris celles du Conseil de sécurité, les droits humains les plus élémentaires, soit soutenu comme il est par les puissances occidentales dites démocratiques? Ce qui est certain ici, ce qui est ici en train de se mettre en place, les arrangements qui sont ici en jeu dépassent largement le cadre du Proche-Orient. Ils sont, à n'en pas douter, ceux de nos futures sociétés. La Palestine est aujourd'hui le laboratoire expérimental de ce que sera notre société dans le futur. Les tenants de la finance et de l'économie font là leur apprentissage, leur expérience de la société qu'ils rêvent de mettre en place. Cela a déjà commencé d'ailleurs. Bien, revenons à nos moutons. Nous en étions aux prétextes employés pour justifier sa politique. Je parle d'Israël, bien entendu. Dans ces conditions, on comprend aisément que la paix n'intéresse pas Israël. D'ailleurs, la paix israélienne et la paix palestinienne sont antagonistes. Les Palestiniens veulent la paix, mais aussi que leurs droits soient respectés, c'est-à-dire la paix par le droit. Les Israéliens veulent aussi la paix, mais par l'arrêt des hostilités, c'est-à-dire la tranquillité pour ses citoyens. Le droit des Palestiniens n'est pas important, on verra ça après. En attendant, on continue notre politique. Pourtant, la paix ne peut se réaliser ainsi. C'est une évidence. Et comme le dit Shammai Leibowitz, avocat et petit-fils du célèbre philosophe juif du même nom, bien sûr, j'aimerais conclure un accord de paix, mais il ne peut y avoir de paix entre occupants et occupés. C'est comme si on demandait qu'il y en ait une entre le violeur et sa victime pendant le viol même. L'occupation doit d'abord prendre fin parce que c'est un crime moral. Ensuite, nous pourrons discuter d'arrangements à long terme. Il est aisé d'admettre que cela ne peut pas fonctionner ainsi. C'est une des principales causes de ce conflit. Je parle de l'occupation et de toutes les exactions qu'Israël commet à l'encontre des Palestiniens. Une paix juste et durable ne peut pas se réaliser en dehors du droit international. C'est une évidence. Bien, la prochaine fois, nous verrons les termes de la déclaration Balfour et de la commission Kincrain.